Alors, nous allons enchaîner maintenant sur la survie des arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Et j'appelle Pierre-Yves Guignot et Louis Soula pour modérer cette session. Et le premier qui intervient, du reste, c'est Pierre-Yves. Merci, Président. Donc, ça va être très facile d'introduire Pierre-Yves Guignot, qui fait une action de longue durée avec le registre REAC et qui va nous faire un petit point sur les données et que tout le monde utilise au cours de cette journée. Merci, Louis. Bonjour à tous. On va donc commencer par ces bilans. Bruno, tu ne diras pas que c'est de notre faute si on dépasse le temps. Ça ne sera ni Éloi ni moi qui seront responsables du dépassement. On va essayer d'être assez rapide quand même. Enfin, je vais essayer d'être assez rapide en vous présentant donc les données de notre registre national, appelé registre électronique des arrêts cardiaques, REAC. Et je vais vous montrer les principales données depuis sa création. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, REAC, c'est notre registre français. On exclut Paris qui a son registre, j'allais dire, indépendant. Il existe depuis 2011, et là je reprends ce que nous a dit Jean-Marc tout à l'heure, et je remercie Dominique de Penester, malheureusement disparu, mais qui nous a largement aidé à développer ça en 2011, grâce à son aide. Et on a pu exploiter de façon, je dirais, nationale, progressivement, à partir de 2013. Donc on a plus de 10 ans de recul, et grâce à des partenariats, en particulier la Fédération française de cardiologie, la SFMU, et un partenariat avec la Direction générale de la santé, puisque tous les ans, maintenant, on propose le bilan, Jean-Marc l'a dit, de REAC en évaluant, entre autres, la problématique de la défibrillation automatisée. Alors, depuis 2013, progressivement, notre registre s'est déployé sur plus de 80%, 75-80% des SMUR, et a permis d'enregistrer, entre guillemets, un nombre total de 143 000 interventions. Alors le bilan, il est assez ancien, c'est il y a 3 jours, parce que j'ai fait les diapos dimanche. Donc on a ces données, j'allais dire, de façon quasi quotidienne. J'aurais pu sortir les données ce matin, mais je n'ai pas eu le courage de le refaire, à quelques centaines près. Ça ne change pas grand-chose. Les dossiers clos, c'est la totalité des dossiers finalisés, c'est-à-dire avec le suivi à 1 mois. Donc on a un peu de retard. On laisse 2 mois aux participants pour enregistrer leurs données. C'est en gros 1000 arrêts cardiaques par mois, une trentaine par jour, et c'est en termes de volume le premier registre européen. Les populations étudiées, on étudie toutes les populations, j'allais dire d'arrêt cardiaque, on exclut les cadavres, mais on intervient parfois pour des cadavres. Donc on a ces données sur des fiches de REAC, et puis on évalue toutes les populations, la population globale, même celle qui n'aura pas eu de réanimation du tout, la population qui a bénéficié d'une réanimation ou considérée comme réanimation, quelques gestes par un témoin éventuellement, sans suite, et puis la population qui a bénéficié d'une RCP avec les pronts secours, essentiellement les pompiers, et puis la population dite N4, qui est celle prise en charge par les SMUR, avec une réanimation, et là, je vous montre simplement les quelques données sur la RCP immédiate. Vous voyez que dans 40%, on a une RCP immédiate, et les chiffres classiques de no-flow, c'est-à-dire pas de réanimation, 9 minutes en moyenne, et de low-flow, 33 minutes de réanimation. Les résultats globaux pour les arrêts cardiaques d'origine médicale, contrairement aux données parisiennes, on ne parle pas seulement de mort subite, on parle d'arrêt cardiaque au sens large, et entre autres on a toute la traumato, mais je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais vous voyez que les chiffres globaux, c'est en termes de récupération initiale, 1 patient sur 3, de survie à l'admission,
c'est un patient sur 4, et on a sur la globalité des données, une survie, ça a été évoqué par le directeur général, de 7,5% à J30, avec une survie avec une qualité neurologique entre guillemets satisfaisante à 87% des cas. Je vous donne les données de défibrillation, puisque c'est en grande partie le sujet. Défibrillation grand public en France. C'est une étude donc, de cohorte descriptive, analysée de façon prospective en multicentrique. C'est donc 294 SMUR, 94 SAMU participants. Et donc les données à partir de janvier 2013 jusqu'à dimanche dernier. Sur ces données globales, je vous passe le détail de tout ce qui va être éliminé, les dossiers, les cadavres, l'absence de réanimation et l'arrêt cardiaque traumatique. On a globalement, il faut retenir donc une réanimation immédiate par les premiers témoins dans 36% des cas, le massage par un témoin à un moment ou à un autre dans 51% des cas, donc une fois sur deux, et une répartition plutôt massage seul que massage avec le bouche à bouche. Et en ce qui concerne la défibrillation, le défibrillateur est utilisé dans 9,5% des cas depuis 2013. C'est un chiffre qui peut paraître bas, mais comme le disait le directeur général, mais qui est quand même relativement élevé au jour d'aujourd'hui, avec 30% des cas où le défibrillateur est mis en place, où un choc est délivré. Et vous voyez ce qui est quand même le résultat essentiel, j'allais dire, entre la grosse population, les 100 000 patients qui ne bénéficient pas de défibrillateur, c'est 22% de récupération initiale et moins de 5% de survie à J30, alors que quand il y a un défibrillateur et qu'il y a un choc électrique donné, dans 3000 et quelques cas, c'est plus de 50%, donc le double de récupération initiale, et c'est plus de 30% de survie à J30, donc 6 fois plus de 6 fois plus que quand il n'y a pas de défibrillateur. Donc, si on avait un doute sur l'intérêt du défibrillateur automatisé, je pense que là, il n'y en a pas, en tout cas au niveau français. Et puis, les données médianes, enfin, entre les deux, c'est il y a un défibrillateur qui a été mis, mais pas de choc électrique parce qu'il n'y avait pas de fibrillation. Et vous voyez qu'on a quand même une amélioration de la récupération initiale chez ces patients, probablement, mais on ne l'a pas analysé de façon aujourd'hui de façon suffisamment précise, probablement parce que les secours qui utilisent le défibrillateur sont plus compétents, mieux formés que dans les autres cas où il n'y a pas de défibrillateur. Et puis ce chiffre de l'année 2023, par rapport à l'ensemble sur ces 11 ans, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, le défibrillateur grand public est utilisé dans près de 15% des cas. Donc on a augmenté l'utilisation de ces défibrillateurs avec un choc qui est réalisé dans 32 et quelques % des cas. Donc apparemment, on progresse dans ces données sur la défibrillation. Je termine par les grandes perspectives. On va en discuter toute la journée, donc je ne m'étends pas sur la formation du grand public. La RCP guidée par téléphone, ce qu'on appelait au départ les bons samaritains, c'est-à-dire les citoyens sauveteurs. Par contre, je dirais juste un mot de la régulation, de la vidéo, pardon, en régulation et de la linguistique, puisque c'est un travail qu'on fait à Lyon. La vidéorégulation, c'est la possibilité, à Lyon on utilise le système Urgent Time, d'avoir cette vision du patient de façon très simple et très directe, sans aucune sélection entre guillemets. Il suffit que l'appelant valide cette donnée et on a la possibilité de faciliter le diagnostic en voyant le patient évidemment et potentiellement d'améliorer la réanimation en
faisant une RCP guidée visuelle sur ce qui se passe sur le terrain. Et puis dernier point, c'est la linguistique. On travaille actuellement avec Marine Rioux qui a fait beaucoup de publications sur l'utilisation de la linguistique, du type de questions posées pour diagnostiquer un arrêt cardiaque. Elle l'a fait en anglais, essentiellement en Australie, avec plusieurs publications, ciblées essentiellement, enfin en partie sur la détection du GASP, qui est un élément essentiel pour diagnostiquer l'arrêt cardiaque et qui est très très mal évalué. Elle a donc démontré l'intérêt de certains questionnements. On fait maintenant, on essaye en tout cas de faire la même chose en France, en français, et on a des données actuelles qui sont tout à fait intéressantes et qui nous permettent de dire que globalement, dans 30% en moyenne, voire plus de cas, des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, ils ne sont pas diagnostiqués ou détectés de façon certaine avant l'envoi des moyens, avant le diagnostic sur place des équipes ou des secours. Donc il y a un gros travail encore à faire grâce à probablement de la linguistique et de l'intelligence artificielle. On y reviendra cet après-midi. Je vous remercie. Merci. Je propose qu'on enchaîne sur la deuxième présentation sur les données parisiennes. Et on fera bien sûr le tour des questions sur la thématique après cette deuxième intervention. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je vais discuter en 10 minutes donc des données franciliennes. Les données franciliennes, alors pas de conflit d'intérêt. Alors les données franciliennes, on a les données des 4 départements franciliens, 75, 92, 93, 94. Comme on en a discuté à l'instant, vous allez voir qu'il y a la problématique de la collection des données et l'objectif ou non d'être exhaustif sur les données qu'on collecte. Peu importe. Nous, on avait débuté ce registre francilien avec Xavier Jouven donc en mai 2011, avec la collaboration étroite des différents SAMU et de la brigade des sapeurs-pompiers, et puis dans un nombre de cas beaucoup plus minime avec l'Institut médico-légal. L'objectif était vraiment d'identifier l'ensemble des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, et parmi ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers, d'être capable d'identifier les morts subites d'origine cardiaque présumée ou certaine. Et vous allez vite comprendre que les causes présumées sont largement majoritaires. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Premier chiffre, c'est vous voyez bien qu'entre les 50 000 arrêts cardiaques jusqu'au 31 décembre 2023, vous avez que donc 20% d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers qui vont être admis vivants en réanimation. Et au final, 6% des morts subites cardiaques présumées ou certaines vont sortir vivants de l'hôpital. Les chiffres qu'on avait un petit peu vus. Alors moi, quand je présente les données d'arrêt cardiaque extra-hospitalier aux cardiologues, étant cardiologue, je parle plus fréquemment au congrès de cardio, je suis obligé de rester simple. Et donc je dis qu'on applique une règle un peu des 2 tiers. Et c'est vrai que la règle des 2 tiers, l'objectif c'est qu'on l'étende d'une façon ou d'une autre. Les 2 tiers, pourquoi? Parce que l'âge médian et l'âge moyen, c'est 65-66 ans. 2 tiers chez les hommes, 2 tiers à la maison, 2 tiers de témoins. Autrement dit, dans 1 tiers des cas, il n'y a pas de témoins. 2 tiers de maladies coronaires. Donc vous voyez quand même la cause majoritaire des morts subites ou des arrêts cardiaques extra-hospitaliers non traumatiques, c'est quand même la maladie coronaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, par contre, ça se gâte. Globalement, sur les premières années de notre registre, moins de 50% de massage cardiaque extra-hospitalier, un rythme choquable de 26%, et au total, au cours des premières années du registre, un chiffre encore plus dramatique, 3% d'usage des défibrillateurs par le grand public. Alors, quand on avait regardé un petit peu les premières années, on s'était arrêté à 2016, on avait publié ça, quand on regarde ce que c'est la question posée, quelle était l'évolution temporelle de la survie sur la région, vous voyez globalement, si vous regardez l'ensemble des arrêts cardiaques pris en charge, vous voyez on passe de 5 à 5,7. En fait, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et ce qu'on avait voulu montrer dans ce papier-là, c'est que ça cachait quand même une vérité qui est importante. C'est-à-dire que si vous prenez les arrêts cardiaques avec tentative de réanimation, vous voyez bien qu'il y a quand même une évolution très positive de 7% à 9,5% de survie à la sortie de l'hôpital. Et pourquoi
pourquoi, en fait, quand on prend l'ensemble des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, cette amélioration de la survie n'apparaît pas. C'est parce qu'en fait, on a une proportion d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers sans tentative de réanimation qui semble augmenter dans le temps, en proportion et en nombre absolu. Donc c'est quand même un message, je pense, important et à garder en tête. Et je vais rapidement passer à un message qui, pour moi, est extrêmement important. Alors, je le répète aussi parfois aux différents congrès de cardio, et vous allez voir, ça les vexe un petit peu, mais quand on regarde les arrêts cardiaques pendant le sport, alors on aime bien, nous, cette population, parce que c'est un arrêt cardiaque extrêmement propre, entre guillemets, vraiment expérimental. C'est un collapse devant plusieurs témoins, le plus souvent chez un sujet jeune, sans comorbidité. C'est de la mort subite très propre que l'on aime bien explorer, parce qu'il n'y a pas cette hétérogénéité du phénotype. Quand vous regardez donc ces morts subites pendant le sport au cours des 15 dernières années sur les 4 départements franciliens, le message est clair. Il y a quand même nettement moins de morts subites pendant le sport au cours de ces 15 dernières années. Alors, est-ce que vous en êtes content ou est-ce que vous voyez à quoi je veux en venir ? Le message, il est là. Et ce message, il ne plaît pas aux cardiologues, mais je pense qu'il est extrêmement important à comprendre, et je pense que c'est le message clé. Regardez, la diminution du nombre de morts subites pendant le sport ces 15 dernières années est uniquement le reflet de l'amélioration de la réanimation. Mais en fait, si vous regardez le nombre de cas qui surviennent chaque année, c'est globalement extrêmement stable. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait rien en tant que cardiologue en termes de prévention. On faisait déjà peut-être très bien il y a 15 ans, mais en tout cas, on ne fait pas tellement mieux, ce qui est sûr, et pourtant, on se donne du mal. Et donc, voilà, ce qui sauve des vies et ce qui permet de diminuer de façon la plus significative la problématique de la mort subite et de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est les gestes qui sauvent, la défibrillation et le massage. Et vous voyez que les chiffres clés, quand même, qui sont importants à garder en tête, un arrêt cardiaque pendant le sport à Paris ces 2 dernières années, plus de 60% de survie à la sortie de l'hôpital. Et regardez comment cette amélioration de la survie a été associée, en fait, à une amélioration de la prise en charge par le témoin, avec un taux de massage initié et un taux d'usage du défibrillateur sur site extrêmement important. Je vous remercie et n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai eu la chance de participer à un groupe de jeunes experts qui a été coordonné par le Lancet. On est une trentaine d'experts internationaux et on a fait un espèce de petit bouquin essayant d'expliquer tous les challenges à venir sur l'arrêt cardiaque. Et donc, si vous voulez une copie papier ou une copie électronique, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention. Merci Éloi pour cette présentation complémentaire. Ensemble, en gros, on a la France entière, à peu près, je pense. Sauf que vous n'avez pas la traumatologie, mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour ces bilans qu'on vient de vous présenter ? Globalement, plutôt positif en termes d'évolution, bien qu'il y ait un blocage quant à l'évolution favorable sur ces dernières années. Moi, ce que je retiens comme positif, c'est l'augmentation de l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes. Ça reste encore il y a encore une marge de progression importante, et je pense que ça passe encore par la formation et par la formation, bien sûr, du grand public, mais la formation aussi de nos soignants, nos intervenants au niveau du centre 15 et des SAS actuellement, en particulier nos ARM. Je voudrais quand même faire un petit lien avec une intervention précédente sur les établissements de type 5. Quand on regarde les données parisiennes des sportifs, on est dans le luxe. On est dans le luxe, une population d'arrêt cardiaque propre, avec des défibrillateurs partout, utilisables immédiatement, ça marche. Et je fais le lien avec l'implantation des défibrillateurs parce que on a raisonné pendant des années sur les lieux où il y avait un risque de survenue d'arrêt cardiaque important du fait d'une population importante. Et pour faire le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, notamment en zone rurale, je pense qu'il va falloir changer un peu de paradigme. C'est que on ne va pas mettre des défibrillateurs uniquement dans les endroits où il y a le plus de risques de mort subite du fait d'une population importante.
et qu'il va falloir qu'on arrête de raisonner sur le nombre d'arrêts cardiaques survenus sur une zone. Oui, tout à fait, mais ça insiste encore plus sur la formation du grand public, parce que la problématique des défibrillateurs dans les endroits, j'allais dire, les plus désertiques, c'est que la fréquence va être tellement faible que si les gens n'ont pas cette formation et un potentiel entraînement, le jour où ça arrive, une fois tous les 10 ans, ça va être compliqué pour être efficace. Il y a une question là-bas, première question que je vois. Non. Bonjour, Pierre Sabin, Salvorm. J'ai vu une slide dans laquelle vous présentiez qu'il y avait 40% des arrêts cardiaques qui n'étaient pas diagnostiqués par le SAMU. Pour quelle raison? Je n'ai pas très bien compris. Parce que ça me paraît énorme. C'est entre 30, enfin c'est aux alentours de 30%, mais ça peut aller sur certains centres jusqu'à 40%, parce que l'appel n'est pas pour arrêt cardiaque, mais pour malaise, perte de connaissance, et que le médecin, le sapeur-pompier, si c'est un passage par le 18, ne font pas le diagnostic d'arrêt cardiaque sur les données qui sont proposées par le patient. La question simple dans le déclenchement, j'allais dire automatique, réflexe, c'est il est conscient, il n'est pas conscient, il respire, il ne respire pas. Et c'est la deuxième partie. Alors, un arrêt cardiaque, évidemment, il ne sera pas conscient, c'est sûr, mais c'est la problématique de la respiration. Et dans la publication de Marine Rioux en Australie, elle insistait sur il respire un peu. Ah, bah, s'il respire un peu, ce n'est pas un arrêt cardiaque. Si, parce que ça peut être un gasp. Donc, il faut diagnostiquer ce gasp. Et c'est un nombre important qui n'est pas détecté au moment de l'appel, qui va être peut-être détecté sur un deuxième appel ou par l'arrivée des secours, au moment de l'arrivée des secours, qui constate que c'est un arrêt cardiaque, mais qui n'est pas détecté. Donc il y a un gros travail encore à notre niveau à faire au niveau des SAS et des centres 15. Merci. Il y a notamment tous les patients qui appellent pour une douleur thoracique, qui ont présenté une fibrillation ventriculaire avant l'arrivée des équipes d'intervention. C'est un taux non négligeable, on en parlera tout à l'heure. Je pense que la notion d'anticipation sur le risque évolutif d'une situation, il doit être pris en compte dès l'appel, notamment sur certains éléments sonores des appels. On enchaîne, puisque Bruno me fait signe, donc je respecte. On va passer le micro au professeur Lapostole quand il aura embrassé toute la salle. Et à Tom.